Я не стала бы говорить, что такое наши хиппи и западные хиппи, что такое наши люди и западные. Во всяком обществе есть свои диссонансы. Во всяком обществе есть то, от чего бегут. Мы плохо знаем, куда мы идем, но очень хорошо знаем, откуда. В нашу систему приходят очень разные люди за очень разными вещами. Кому-то система дает осуществлять свои творческие возможности, а для кого-то система просто источник времяпрепровождения с единомышленниками. А тем, кто не спит, не нужен твой сад, в нем ведь нет ни цветов, ни камней. И даже твой Бог никому не помог, есть другие светлей и сильней. И поэтому ты в пустоте, как на старом забытом холсте. Ни в начале, ни в центре и даже не в самом хвосте. Vous étiez hippie avant? Il n'y a pas d'anciens hippies. On est hippie ou on ne l'est pas. Le principe de base, c'est faites l'amour, pas la guerre, on n'a besoin que d'amour ou flower power. Mais on ne rejette pas l'autodéfense. Plus d'une fois, on m'a passé à tabac en me disant « Tu ne veux pas respecter le pouvoir soviétique ?» ou « Pourquoi tu te coupes pas les tifs ?» Il te secoue un bon coup et c'est tout. On partait tous les matins comme à la guerre. Pourquoi vous êtes devenu hippie? Justement pour ça. On remettait tout en question. On bravait tous les interdits. Võid mõelda kõigest, millest pea ringi käib ja öelda hoopis muud, mis kõigil meeldiv näib. Võitluseks kommunistliku partei ürituse eest, ole valmis. Alati valmis. Да и вообще, это хиппи, не хиппи, а я живу, как я сам. Я, может, у меня жизнь такая по-другому там подразделяется. Я люблю слушать музыку, люблю танцы. И не считаю позором, если tanci выглядят dikостью. Bet ko par šādiem jauniešiem domā sabiedrība? Стричь или в принудительном порядке, или они должны сами осознать, вот, и сами, так сказать, прийти как... Tā saka frizieris. Laikam kādreiz vajag iekaut ar. Jo arī tā audzināšanā kādreiz der iekaut, ja nesaprot ar vārdiem. Jo ir jaunieši, kas nesaprot. По-видимому, небольшое, так сказать, влияние идет извне в нашу страну. Évidemment que ça paraissait absurde que la musique soit illégale. Un cousin à moi, un peu plus âgé, avait fondé l'un des premiers groupes estoniens. C'est grâce à lui que j'ai découvert que les Beatles existaient
et qu'on pouvait les écouter à la radio de temps en temps, pour peu qu'on sache régler la fréquence. En plus de la musique, on pouvait entendre pas mal de choses sur ce qui se passait ailleurs dans le monde. Personne ne comprenait l'anglais ici. Alors imagine l'effet que ça nous faisait. Quand tu ne connais absolument pas la langue, tu ne sais pas du tout de quoi parle le morceau. Et quelle musique! C'était comme une vague. Tu vois ce que je veux dire? Such a strange vibration. Ça nous rendait complètement... Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que racontent la plupart de ces chansons. La distorsion des guitares était telle que ça faisait vibrer la conscience collective. En 1965, je suis devenu un autre homme. J'ai changé de coiffure, de vêtements, de manière de penser. J'aimais une autre musique. J'avais même une autre façon de marcher. Soudain, les Beatles m'ont fait découvrir le monde. J'ai vu l'univers. Pas seulement la Terre, j'ai vu toute cette folie. J'ai ressenti Dieu, quelque chose de sacré. Plus tard, j'ai essayé de comprendre ce qui m'avait tant fasciné là-dedans. C'est difficile à exprimer avec des mots. C'est une sensation qui dépasse la logique et la raison. En même temps, il y avait quelque chose de fédérateur qui concentrait toutes les forces. Tout cela nous a aidé à comprendre que nous étions différents de la plupart des gens vivant en URSS, que nous nous distinguions d'eux, que nous comprenions et ressentions d'autres choses que celles qui étaient la norme en Union soviétique. Car à l'époque, on n'avait droit qu'à certains sentiments et pas à d'autres. Ça énervait ma famille que j'écoute cette musique de sauvage, surtout ma mère et ma sœur. Aujourd'hui, je les comprends plus ou moins. Mais je ne peux pas prétendre la même chose de l'ado de 15 ans que j'étais et qui venait juste de dégoter l'album Sgt. Pepper's des Beatles et l'écouter en boucle. Ma mère voulait savoir si tout était normal chez son fils, alors elle m'a envoyé chez les fous. Là, on a trouvé qu'un petit traitement à l'insuline me ferait le plus grand bien. À force, ça provoque un choc dans le cerveau.
Le patient sombre dans le coma et fait des crises d'épilepsie. On a sans arrêt des convulsions, la bave aux lèvres, et on pousse des cris effrayants. C'est horrible à voir, en tout cas. Решительно отстаивает на международной арене дело мира. В интересах мира... La propagande communiste était très efficace, à bien des égards. Les informations officielles étaient bien enjolivées en Union soviétique. Ça manque presque un peu aujourd'hui. Un tam virsū viens zīmogs. Aizgūts, aizgūts, aizgūts. Nē, šī nav lokāla mājas ballīte. Te ir klubs, un šo transu saucot par jauniešu atpūtu. En URSS, il n'y avait pas de sexe, il n'y avait pas de prostituées, il n'y avait pas de hippies. Parce que personne ne voulait de ça. Personne ne prenait ça en considération. Les gens étaient devenus des zombies. Notre mode de vie était ouvertement une protestation contre le système soviétique. Nous étions comme des corps étrangers dans ce pays. Cela ne pouvait pas exister. Il leur fallait donc se débarrasser de nous. Mais nous existions. Un homme portant une barbe, c'était déjà suspect. Mais un barbu avec des cheveux longs, ce n'était plus un homme. Se faire couper les cheveux est une chose. Se faire couper les cheveux de force en est une autre. Chaque sortie dans la rue était comme un départ pour le front. Ton appartement est comme une tranchée, et dès que tu la quittes, tu t'exposes aux tirs ennemis. En se promenant dans la rue, il valait mieux ne pas regarder ses pieds, mais toujours à 100-150 mètres devant soi, pour apercevoir la casquette du milicien qui approche. La situation était assez explosive. Il lâchait même des chiens sur les gens. Ce n'est pas une rumeur. Ça se passait vraiment comme ça. On essayait de renverser nos dirigeants par des moyens pacifiques. Et de toute évidence, ça ne les emballait pas. Et bien sûr, dès que l'occasion d'arrêter quelqu'un se présentait, ils le faisaient. En général, ils contrôlaient vos papiers d'identité et votre carte de résident. Le tout accompagné d'humiliations. Ils employaient des termes dégradants. Souvent, ils vous tabassaient. Et même, ils violaient les filles. Leur attitude renforçait notre envie de ne pas leur ressembler. Il y avait toujours un crétin qui te disait de te couper les cheveux ou comment t'habiller. Ou pire, combien tu devais gagner.
Cela me poussait à continuer de protester contre toute cette folie. Car pour moi, c'est une protestation. Nous vivions dans une société très réglementée. Tout était prévu en détail. Alors le moindre écart nous donnait une sensation de joie intense. Я удобный наш мир, не пристроюсь никак. В нем тесен и сыр, как загон для собак. Он старый, весь прокурен, как бак. Бессмысленный, как бильярдный шар. Сексуальный прорех, гадость в каждом шагу. Их чудовищный смех, словно пуля в мозгу. Он старый, весь прокурен, как бар. Бессмысленный, как бильярдный шар. Dans les années 60, on a découvert l'autostop. On y a vite pris goût. Et à la fin du premier été, j'allais déjà à Leningrad ou Moscou plusieurs fois par mois. J'ai calculé un jour combien de kilomètres j'avais parcouru en tout. J'ai fait 2,5 fois le tour de l'équateur. Tout ça ne s'est pas fait à une vitesse fulgurante. C'était un processus plutôt lent. C'est comme ça qu'on a pris conscience qu'on n'était pas seul, qu'il y en avait beaucoup d'autres comme nous. J'ai découvert qu'il y avait des hippies à Tartu, Riga, Kaunas, Vilnius, Leningrad, Moscou, Novosibirsk, Irkoutsk, Sébastopol, Kiev, Lviv, et ainsi de suite. Peu à peu, j'ai compris qu'il y avait des hippies dans pratiquement toutes les grandes villes de l'Union soviétique de l'époque. Nous étions parmi les premiers chez nous à nous intéresser à cette culture. Nous avons conçu le livre des hippies, une sorte de bible des hippies. Oh, celui-là, je le connais, c'était à Kiev, c'était à Tallinn, Riga, Vilnius, Kaunas, super! Les enfants de familles influentes ont été les premiers à oser se lancer. Ils pouvaient à peu près tout se permettre sans risque. Si ça foirait, leurs parents les aidaient à sortir du pétrin. Le personnage le plus intéressant de notre groupe, c'était bien sûr le célèbre Yura, qu'on appelait Sonny. La vie de Yura était la quintessence de la liberté. Il était exactement comme les héros de ces romans américains sur les beatniks. On appelait le groupe qui s'était formé autour de lui le système solaire.
Selon une légende, il aurait déclaré « Je suis le soleil et vous êtes mon système solaire ». C'est bien possible. La première fois que j'ai entendu parler du système, c'est quand on a commencé à établir des contacts avec la Russie. Ils employaient souvent ce terme là-bas, quand il était question de notre mouvement. Voyons ce que dit ce dictionnaire d'argot. Système, terme du début des années 70. Communauté des hippies soviétiques, mouvement de jeunesse informelle. C'est comme ça qu'est né le système. C'était des gens qui se connaissaient les uns les autres. Tu arrivais dans une ville avec en poche des numéros de téléphone. Et la plupart du temps, un petit mot, où était écrit par exemple « Je viens de la part de Valia, l'autostoppeuse ». Et dans ce petit message, je décrivais la personne et demandais qu'on l'héberge quelque part. Et dans la mesure du possible, qu'on lui montre les choses les plus intéressantes. Et ça marchait comme ça. C'était mon atelier. Les hippies y dormaient. Ils aimaient venir ici. Il y avait tout ce qu'il fallait. De la musique, du sexe. Eh oui, c'était comme ça. Une fois, je ne pouvais même plus entrer chez moi tellement il y avait de monde. Il y avait des jambes et des bras en travers de ma porte. Où est-ce que je vais crécher? Chez Sas, bien sûr. Au début des années 80, on trouvait déjà des carnets contenant des indications sur les endroits où trouver un hébergement dans telle ou telle ville. Le KGB n'a rien compris, bien sûr. Il disait « Comment est-ce que vous communiquez? Vous ne vous écrivez pas. Vous ne téléphonez presque pas. » Il faut dire que presque personne n'avait de téléphone. Ils étaient furieux, forcément, parce qu'ils n'avaient aucun contrôle sur nous. Il y avait là à la fois une protestation et une fuite. Certains disaient qu'ils allaient partir dans les montagnes et vivre dans une grotte, avec toutes sortes de pratiques spirituelles. Et il y en a qui l'ont vraiment fait. Certains voulaient juste partir, et les autres, qui avaient des convictions politiques, donnaient forme à leur protestation sociale dans l'art, la musique ou la peinture. Vu comme ça, c'était effectivement un système ouvert qui s'est rapidement auto-organisé. Le terme de système était assez approprié.
Quand on arrivait dans une ville, il y avait toujours des gens intéressants à voir. Par exemple, à Tallinn, Raine m'a emmené chez Rama. C'était une belle rencontre, vraiment passionnante. Michael Tam, appelé Rama, est devenu la figure centrale de cette pensée alternative, de ces gens qui cherchaient le savoir, la philosophie et la liberté. C'était réellement un homme libre. Imaginez un instant, il n'avait pas le droit de travailler ni de quitter sa maison, pas d'accès aux soins, rien, aucun revenu, uniquement l'aide de ses proches. Mes amis et moi, qui étions des hippies, nous avons découvert Rama vers 1975. Rama est le fer de lance de beaucoup de hippies d'Union soviétique, de dissidents et de mystiques. Sa maison s'est transformée en une académie clandestine des sciences et de la philosophie, et de tout ce qui était inhabituel et essentiel. Beaucoup ont fait avec lui des apprentissages qu'ils n'auraient peut-être pas fait aussi vite et de manière aussi intense ailleurs. À l'époque, je n'étais pas particulièrement ouvert aux expérimentations. Je n'avais pas envie de goûter à tout ce bazar. C'était plutôt le contraire. J'avais un mode de vie plutôt ascétique. Mais un matin, je suis allé voir Viking, un hippie légendaire de Tallinn à l'époque. Il me racontait ses envolées au-dessus de la ville, tout en me faisant boire du thé. Mais en fait, ce n'était pas vraiment du thé. C'était un breuvage qu'il avait préparé en faisant infuser un paquet entier de cigarettes à l'asthmatol. Ces trucs étaient vendus en pharmacie pour les asthmatiques. J'en avais déjà bu plusieurs tasses quand j'ai eu l'impression que tout ce qui se trouvait autour de moi commençait à se transformer d'une manière étrange. La sensation d'engourdissement était de plus en plus forte et désagréable, jusqu'à ce que je n'arrive plus à respirer. Soudain, les images s'inversaient. Une toile a commencé à se former à partir d'un point et à s'étendre. Et je m'empêtrais dans ces mailles. J'étais aspiré dedans, avec tout ce qui se trouvait autour de moi, l'endroit où je me trouvais. Puis tout à coup, tout s'est arrêté. Quelqu'un était en train de me secouer et de m'asperger le visage. Le premier symptôme grave en cas d'intoxication à l'asthmatol, c'est la paralysie des muscles respiratoires. Mais ce n'était pas grand-chose comparé à tout ce qui allait m'arriver ensuite.
Ah, la liberté. Ce qui m'intéresse, c'est voyager. À l'époque, on allait partout en URSS. On partait au rassemblement hippie jusqu'à Gaouya. L'essence n'était pas chère, 6-7 kopecks, et en avant. Ma pétrolette Pencel. Il y a mon portrait dessus. Et là, c'est écrit Pencel. Et ici, il y a le signe de la paix. C'est une moto hippie. Beaucoup de hippies avaient peur de lui. Ils ne le comprenaient pas, mais ils l'aimaient parce qu'il était unique. Pencel a eu beaucoup de femmes. Beaucoup. Depuis 4 heures du matin, je regarde la boxe. Aujourd'hui, j'ai vu 3 grands matchs. Je suis pas seulement hippie. Je suis motard et aussi ivrogne. J'aime la boxe. Je me masturbe. Ça enregistre? J'ai pas de femme. Je suis vieux, pauvre. Où je pourrais en trouver? Et qu'est-ce que j'en ferais? Il faudrait la nourrir, l'habiller. Vous voyez le problème? C'est quoi cette histoire? L'histoire, elle sait tout. On va faire du rock'n'roll. Paix, amour et liberté. Nous aimons? Non, comment on dit nous n'aimons pas en anglais? J'aime pas l'Union soviétique, le Parti communiste, le KGB. La Russie, qu'elle aille se faire foutre, putain. J'ai été hippie depuis mon plus jeune âge. C'était ma façon de penser. J'aimais les motos, mais j'aimais pas me laver ni me couper les cheveux. Alors ça donnait une sorte d'easy rider. Est-ce que je pue? Je pue? Non. Non, non, pas du tout. C'est naturel, tu comprends. Même celui qui se lave, il pue au bout de 3 jours. Alors je pue? Si je pue, c'est la vieillesse. J'ai pas loin de 70 ans. Je suis sur la route, parallèle. Un hippie à moto. And in its story, you is like 7 umbrella. And I shall say as soon as you've been arrived. And in its story, you is like 7 umbrella. And I shall say as soon as you've been arrived. Tell me any more, baby. Show me any way. It's my life below the hot sun, from where I want to get home. Je m'en souviens bien. J'étais en première, et le bruit courait qu'un grand rassemblement hippie pan-soviétique allait avoir lieu sur la place de la mairie, et qu'on s'attendait à pas mal de monde. J'avais déjà remarqué que d'étranges créatures me suivaient tous les jours sur le chemin du lycée. Elles avaient toutes le même visage. Elles se tenaient un peu à distance et n'entraient pas au lycée avec moi. Mais quand je sortais, elles m'attendaient dehors. Et puis un jour, on m'a convoqué dans la salle des profs. Et là, un type bizarre m'a demandé « Qu'est-ce que vous avez prévu, place de la mairie ?»
N'y va surtout pas. Tu mettrais ton avenir et le bien-être de ta famille en danger. Tu as vraiment intérêt à te tenir loin de tout ça. Le 1er juin 1971, on avait prévu une manifestation qui devait passer devant l'ambassade des États-Unis pour protester contre la guerre au Vietnam. L'idée venait de Sonny, Yura Burakov, un copain dans les hautes sphères de l'administration lui avait donné l'autorisation. C'était officiellement une manifestation pacifiste contre la guerre américaine au Vietnam. Et la guerre au Vietnam était un bon prétexte pour que soit légalisé un rassemblement de hippies. Nous nous sommes rassemblés, on avait apporté des pancartes. Il y avait énormément de gens, car chacun avait fait venir ses copains. Enfin, on pouvait se montrer. Une demi-heure avant, quelqu'un était venu nous annoncer que Sonny avait été arrêté sur la place Pouchkine, c'est-à-dire en chemin pour nous rejoindre. On ne savait plus quoi faire. Mais bon, on avait notre itinéraire et c'était l'heure d'y aller. On s'est mis en rang avec nos pancartes et on a fait quelques pas, quand les flics sont sortis des buissons en montrant leur mandat. Arrêtez, stop! Et ce soir-là, la station de radio Voice of America a annoncé qu'environ 3000 personnes avaient été arrêtées. Ils ont tous été menottés et embarqués. Les étudiants ont été exclus de leurs universités. Il y a eu des licenciements. Un jeune homme s'est même jeté par la fenêtre. Il est mort. Je pense que ça avait été manigancé par les forces de sécurité, le KGB ou le ministère de l'Intérieur. Ça nous a beaucoup marqué. L'effet a été radical. Ils ont en partie obtenu ce qu'ils voulaient. Le mouvement hippie est devenu plus underground. C'est la faute des autorités si tout cela a pris un tour de plus en plus politique. Je ne peux parler que pour moi-même et pour Sonny. Il est resté fidèle à lui-même. Il n'a pas disparu comme beaucoup d'autres. Il est resté, mais il buvait. À la fin, il n'était plus qu'un ivrogne désespéré. C'est la triste vérité. Mais au moins, il était resté une figure. Le KGB contrôlait toutes ses actions. Tout le monde était listé, photographié. Ils avaient un énorme fichier. C'est donc le KGB qui a systématisé le système. C'est pas nous, c'est eux. En mai 1972, Romas Kalanta s'est donné la mort en s'immolant par le feu. Toute la ville a été ébranlée.
Un grand nombre de personnes se sont déplacées pour ses funérailles, mais le KGB l'avait enterré la veille. Les gens ont alors déposé des fleurs sur le lieu de l'immolation. Par la suite, les flics ont bloqué toutes les rues étroites. Toute la ville est entrée en ébullition. Les gens ont chassé les forces de l'ordre. Pendant un court moment, Kaunas a été une ville libre. Jusqu'à l'arrivée de l'armée. On cherchait à faire croire au peuple que pacifiste était une variante de fasciste. Mon interpellation à Tuapse a été très musclée. Je tenais une lame contre mon avant-bras et je me suis tailladé. Les blessures n'étaient pas vraiment graves, mais c'était très impressionnant. Les flics étaient tout blêmes et aussitôt ils ont appelé une ambulance et m'ont dit « Surtout, t'inquiète pas ». Ils n'avaient pas envie de ce genre d'ennui. Moi, en fait, ça m'a été bien utile. Je me souviens parfaitement de ce qu'il y avait ici il y a 40 ans. À gauche, on va bientôt voir le théâtre du Bolchoï. Là devant, c'est le KGB, c'est là qu'était Poutine. Et là-bas, c'est l'hôtel Métropole. Le 1er juin, c'est la journée des hippies. Moscou, Tsaritsino, tous les ans.
En chemise orange. Orange. Scorpion, ça craint. La liberté, c'est l'unique état naturel de l'homme. C'est pourquoi nous nous permettions d'être libres à une époque où tout le monde marchait au pas avec des drapeaux rouges. Et encore plus aujourd'hui. C'est un endroit exceptionnel. Nous nous laissons embarquer dans le système. Et ensuite, quand nous retournons chez nous, c'est comme si on avait fait un saut dans un lieu complètement étranger. La paix, c'est le plus important. Pas seulement entre les pays, mais en chacun de nous. Je suis heureuse que nous soyons toujours en vie, car beaucoup d'entre nous ont disparu. Quand on pense que ça fait 40 ans que je viens à cette fête, on remarque que selon les générations, cette rencontre a plusieurs significations. Avant, nous étions plus politisés, parce que les soviets étaient au pouvoir. C'est fini. Mais je ne comprends pas pourquoi je devrais avoir honte d'être russe, bon sang. Juste parce que Poutine est au pouvoir? Ça me dépasse. Nous ne pouvons rien changer. Aucun meeting nous est permis. Comme par exemple les grands rassemblements sur la place Bolotnaya. Personne ne les autorisera. Personne ne nous écoutera. Alors à quoi bon perdre ce qui fait notre joie de vivre? Nous n'avons plus qu'à ignorer toute cette politique. À quoi ça servirait de nous y intéresser? En principe, on est en démocratie et les gens ont plus de liberté. Mais dans ces conditions d'apparente liberté, il est encore plus difficile de discerner l'authentique liberté. Если сердце не устанет быть врачом чужой печали, головы не опущу я и начну 100 раз сначала. C'est une vraie saloperie. Ce n'est pas un pays démocratique, c'est une saloperie. Mesdames et messieurs, veuillez rejoindre la sortie. Le parc va fermer. Oled sa näinud, et tantsitakse tänaval? Suudelnud neid, kes äkki nõnda armas sul? Ei jookna, vaid tehakse nii, muidu puudub julgus teha, mis mõtted. Puudub julgus teha, mis mõtted. Puudub julgus teha, mis soovid sa.
înțeleles, mi-s rasia drăguț.